Karlsruhe Kamera, die kleine Prinzessin, Levin der Curligala, Betty Hart in Frankreich, mit ambassadeur François. Écoutez la chanson d'une fille et d'un garçon, la chanson des amours, de la neige et du lilas. Très loin dans le nord, dans les brumes et dans le froid, je connais un palais, c'est le palais de Coba. Tout près d'Avignon, dans la lavande et le thym, je connais un jardin, c'est le jardin de François. Tokyrli zontassa, siltassa rimagala, Tokyrli zon viking, sil viking florum lila. L'amour t'attendait, princesse au bout du chemin, d'Avignon dans les fleurs, l'olivier, le romarin. L'amour était là, qui guettait aussi François, malicieux et cruel, petit Dieu qui fait la loi. Écoutez la chanson d'une fille et d'un garçon. On est très heureux d'évoquer votre autobiographie passionnante où vous ne vous racontez qu'au travers des scènes de votre vie, au sens cinématographique du terme. Vous ne parlez de vous qu'au travers de vos films, de vos rencontres professionnelles, de vos passions pour le cinéma, bien sûr, mais aussi pour la danse, le théâtre et l'opéra. Parce que raconter votre vie, c'est pas du tout votre truc. Non, c'est pour ça que je suis là. Mais pourquoi? Vous pensez que ça n'a pas d'intérêt, que ça n'intéresserait pas?
Je trouve on vit dans un monde tellement... On sait tout, on sait ce que les acteurs mangent à Noël, on sait avec qui ils sortent. Et tout. Je trouve ça perd tellement avec cette transparence que ça me... Je sais pas, j'ai travaillé très dur à être mystérieuse parce que comme je suis je dis toujours tout ce que je pense, alors c'est difficile. Mais je trouve quand même on devrait voir les choses qu'on fait et pas forcément dire ce qu'il y en est. Ah, j'ai un très joli compliment de quelqu'un, alors ça j'ai adoré. Il y a une femme qui m'a dit hier qu'elle connaissait ce que j'ai fait, mais elle ne savait pas qui j'étais. Et j'ai acheté les livres, elle me dit, et je l'ai lu, et je ne sais toujours pas qui vous êtes. Alors oui, ça... parce que vous gardez une part de mystère. Alors ça, c'est pour moi le plus grand compliment qu'on peut me faire. Mais ça se lit un peu, d'ailleurs je crois que c'est le magazine Le Point qui dit ça, votre autobiographie, elle se lit comme un formidable manuel d'indépendance. Parce que vous avez tout choisi, rien subi. La preuve, ce livre, il s'ouvre par une critique assassine, celle qui a suivi votre première pièce en public, dont vous retenez une phrase. Pour le bien de la pièce, le rôle que vous interprétiez aurait dû être coupé. Beaucoup auraient mis ça sous le tapis. Non, vous, au contraire, vous rappelez cette anecdote pour prouver quoi aux jeunes débutantes qu'il faut persévérer, quoi qu'on dise de vous, quoi qu'on pense de vous. Peut-être c'est une forme de coquetterie, parce que c'est facile de dire... Ça commençait très mal, parce qu'après, ça allait très bien. Alors, si ça aurait été que ma vie avec des échecs, peut-être je n'aurais pas eu le courage de le dire. Même si on vous a dit quand même, t'es sympa, mais t'as aucun talent, tu devrais chercher autre chose, un autre métier. On vous a quand même dit ça. Ah oui, mais c'est normal, j'étais sûrement nulle. J'étais très au début. C'est quand même... Non, vous savez, il y a une chose qui est très bizarre, parce que je me sens toujours un peu comme plein d'acteurs, imposture, non? Si. Et moi, comme je ne voulais pas être actrice... Je voulais qu'une chose dans ma vie, c'était de danseuse. Je suis devenue par hasard actrice et c'est pour ça que je pense que ma place n'est pas vraiment légitime. C'est pour ça que je crois que c'est aussi cette forme de pudeur parce que je me dis, j'ai pris la place de quelqu'un parce que je ne voulais pas être là. Et là, je suis là et je suis heureuse. Parce que je suis en chômage depuis longtemps. Il y a une autre anecdote qui illustre bien ce syndrome de l'imposteur que vous venez d'évoquer. Votre premier film, c'est Mes Funérailles à Berlin, en 1966. Vous tournez et vous voyez une jolie fille devant la caméra. Vous faites instantanément demi-tour sur le tournage. Vous êtes persuadé qu'elle vous a remplacé alors qu'en fait, il s'agit de votre doublure lumière. Oui, je sais ça. C'était en anglais, en plus, j'ai rien compris. Comme au début au français, c'était la même chose avec la langue française. Alors oui, j'ai pensé qu'elle était tellement plus jolie, elle était probablement aussi plus douée, elle était à ma place. Je suis partie et je ne savais pas que c'était votre doublure, oui, il a fallu vous rattraper. C'est pour vous, Marthe, ce rôle-là. Votre carrière française, elle débute avec Philippe de Broca, ouais. Le diable par la queue. Délicieux film avec Yves Montand, puis 2 ans plus tard, Les Caprices de Marie, où vous êtes la star, c'est-à-dire il y a tout un village qui est suspendu à vos humeurs et à votre caprice. C'est un film qui est bourré de charme, si vous pouvez le revoir. On va voir cette archive où vous êtes en compagnie de Philippe de Broca au moment des Caprices de Marie, et de Broca explique comment il vous a choisi, comment il vous a trouvé et comment il vous a arraché au théâtre allemand. Puisque vous étiez à Berlin. Oui. Ah bon, il y a... Où on voit ça? Je cherchais une fille pas connue. Et j'ai fait des essais avec des tromblotées de filles. Je crois me rappeler qu'il y en a eu 60 qui sont passées. Et puis Nora Stern, un agent, m'envoyait des photos de Marthe continuellement. J'ai trouvé très mignonnes les photos, mais je me disais que c'était pas très commode de faire venir une fille de Berlin qui était sous contrat au Scheller Theater pour jouer une Française en plus. Et Nora Stern me dit « Oui, elle parle très très bien français, on la fait venir ». Marthe a commencé à donner la réplique. Elle ne comprenait pas un mot de ce qu'elle disait. Elle avait appris le texte comme elle apprendrait du chinois, enfin. Puis au bout d'un certain temps, elle a dit « Écoutez, je préfère donner la réplique en allemand ». Ce qui est formidable, c'est qu'à quelques mots près, on retrouve ce récit dans votre livre, dans la façon dont vous le racontez. Et effectivement, on voit que... on vérifie que rien ne vous arrêtait, que vous étiez décidé à y aller, même sans parler la langue et même sans parler très bien le français. Ah ben non, j'ai rien compris. Mais j'adore, j'ai jamais vu cet extrait. Et c'est beau que Philippe... Oui, parce que quelquefois on se dit, est-ce qu'on a exagéré un peu? J'ai dit, il y avait beaucoup de filles, mais là, il dit 70. Ça, oui, c'est lui qui le dit. Il exagère un peu. Mais voilà, il faut le faire. Un Français qui vient en Allemagne pour voir une Suisse jouer Shakespeare, une pièce anglaise, non? Et engagé pour jouer la petite fille de Madeleine Renaud.
Et je ne savais rien du tout ce que je veux dire. J'ai rien compris du tout. J'ai appris un tout petit peu où est la gare, mais on arrive avec l'avion, alors déjà. Mais donc vous jouiez phonétiquement? C'était comment alors? Oui, tout était phonétiquement au début. Oui. Ah ouais, et dingue. souvent, je n'ai pas regardé. J'ai joué un jour dans la mort de Joël et on s'est arrêté pour prendre un thé. On était en tournée, tout le monde. Et j'ai dit, je voudrais du thé, de la bromure, des toasts et du beurre. Ils ont dit, qu'est-ce que tu dis? Et j'ai dit, ben, je sais, la bromure, c'est dans la pièce. Parce que dans la pièce, Jean Rochefort me dit, je peux avoir du thé? Et moi, je réponds, non, c'est plutôt de la bromure qu'il te faudrait. Et moi, je pensais que c'était la confiture de mûre. Brombeeren. Et j'ai trouvé les Français bêtes de rire. Après chaque fois que je disais... Et le soir, je savais ce que je disais. C'était fini, plus personne n'arrivait. J'ai fait des tonnes, apparemment. Mais Jean Rochefort, il aimait bien le fait que vous... Enfin, il pensait que vous aviez un jeu dénué d'émotivité. Il adorait ça. Et vous lui avez dit, non, j'ai rien de dénué d'émotivité, juste je ne comprends pas ce que je dis. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai dit, mais vous avez des autres actrices qui auraient pu jouer ce rôle aussi. Ils ont dit, ils sont tous pleurés, quand ils sont, parce que c'est un rôle tragique. Mais et toi, tu pleures pas? J'ai dit, je ne peux pas pleurer parce que je ne sais pas ce que je dis. C'est dingue. 6 ans après votre arrivée en France, vous débarquez à Cannes pour un film hors compétition, Toute une vie de Claude Lelouch. Ah là là, quelle aventure! Vous y jouez 3 rôles, le rôle de Sarah, le rôle de sa mère et de sa grand-mère. Le film est vachement mal accueilli, ça siffle de partout. On reproche à Lelouch d'être trop pro-américain en pleine guerre du Vietnam et il se met à gueuler en conférence de presse. J'ai construit le film pour que constamment tout ce qui est dit soit contredit dans la seconde d'après. Car c'est exactement comme ça que je mène ma vie et c'est exactement comme ça qu'il construit le film. Maintenant, monsieur, si vous voulez, on revoit le film ensemble, tous les deux, dans une salle sans siffleur et vous écoutez le texte, les intentions et pourquoi on arrive aux choses. Vous avez laissé aucune chance à aucun des personnages de se critiquer les uns les autres. Pendant la conférence de presse, c'était vraiment... on a eu envie de se mélanger toujours, j'avais envie de les traiter de cons, carrément. Ah si. Tous? Ah si. Tous? Eux qui sont répondu des choses que c'est vrai, c'était carrément méchant. Oui, c'est drôle la méchanceté. Ah oui, c'est pour ça que moi ça me fait rire. Moi, je veux dire, ça a pris une telle proportion. Alors. Mais ça reste un bon souvenir, même Très s'il y bon avait des cons. souvenir. Mais oui, Là, vous c'est pas saviez le grave. français, là. Vous avez appris de... Là, j'ai appris con, oui, oui, oui. Mais vous savez, quand le mot, pas le chiffre, comment dire? Le nombre? Non, T. La lettre? La lettre T est arrivée sur l'écran de Toute une vie, ils sont déjà sifflés. Oh. Ah oui? Ah oui. Bah, il a eu tellement tôt l'Oscar et tout, il y avait une espèce de vous jalousie aimez pas contre Claude. Ouais. Et après, c'était très intelligent, il a quand même coupé la fin parce que c'était trop long. Parce que les producteurs américains ont demandé ça et le film a fait un très grand succès en Amérique. Bon, L'Amérique, il y a pire. justement, l'Amérique, après la France, il y a eu Hollywood. John Schlesinger, le réalisateur de Macadam Cowboy, qui vous choisit en 1976 pour incarner Elsa Hoppel, l'étudiante allemande, dans un film qui va devenir culte, Marathon Man. Cette première expérience hollywoodienne, elle est aux côtés de stars comme Dustin Hoffman, Laurence Olivier, Roy Scheider. Ça vous vaudra une nomination pour les Golden Globes en 1977. Mais à cette époque-là, votre principale préoccupation, c'est que vos parents ne voient pas la scène où vous êtes nus À poil. et vous avez tout fait pour essayer de la retirer. Ouais. Ouais, alors il y a une scène où, bah voilà, où il m'a dit d'enlever au moins la ceinture du blue jean parce que ça lui faisait mal, parce qu'on voyait rien, donc c'était... Mais quand même, on voyait les seins. Et moi, je me suis dit, oh la vache, ma mère, elle va changer le coiffeur, le boulanger, le boucher, tout ça, si elle me voit. Et elle a gardé mon fils pendant que j'étais en tournée pour présenter le film. Et quand je suis rentrée, elle me dit, à ta place, moi, je ne tournerai pas avec tes scènes à poil, là, parce que tu n'es tellement pas sexy, on ne sait pas est-ce que tu es devant ou derrière. C'était un corps de danseuse, on sait. Non, c'était gentil. Mais moi, j'ai glissé. Je me souviens toute ma vie, j'étais devant le frigidaire et j'ai glissé en bas. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Mais hier, il y avait un extrait du film à la télévision. Et moi, j'ai tout fait pour qu'on coupe la scène. J'ai demandé de venir mettre ton habile à balle. Je dis, vous ne pouvez pas couper. En fait, c'est passé en extrait. Juste cette scène-là. Oui, oui. Oh là là. Non, non. Mais tout ça, c'est des souvenirs magnifiques. Comme toujours, souvent les débuts,
inoubliable la première fois. Le premier film américain était vraiment magnifique. Et avec des grands réalisateurs, Ouais. on a cité Schlesinger, il y aura Billy Pollack. Wilder pour Pollack, Fedora ouais. et Sidney Pollack. Bobby Derfield, on va en voir un extrait avec Al Pacino. Tellement bien. Could you have your bread, please? Thank you. Does your friend know that you're the better driver? I didn't say I was a better driver, did I? I thought you said it. Are you the better driver? Sometimes. So you know many things about death, about dying. No. You don't think about dying. But when you race, there's always the danger, no? Well, you don't think about danger. But you move with such speed. You don't think about speed. So why do you do it? Drive so fast. I don't know. Just do it. Film d'une importance particulière. Je sors juste pour une phrase du livre pour dire aux téléspectateurs que après ce film, vous avez partagé la vie d'Al Pacino pendant 7 ans. Mais oui, il paraît. Mais ce que vous racontez dans le livre, c'est votre première rencontre avec une histoire de taille. Une histoire de taille. Vous vous rencontrez dans un café, dans un restaurant d'hôtel. Oui, Sidney Pollack m'a dit pas mettre tes talons parce qu'il est tout petit. Oui. Et moi, je suis assez grande. Alors, bon, j'avais mes chaussures tennis. J'étais une demi-heure avant assise. Mais j'ai donné rendez-vous le même jour à Dustin Hoffman. Je pensais que les deux s'adorent. J'ai dit, je suis là, viens prendre le café. Qui vous fait appeler? Et il y a quelqu'un qui passe avec le nom Marthe Keller. Ça veut dire il faut que je me lève pour aller au téléphone. Et je dis, pas de problème. Et Dustin me dit, Al Pacino me dit, they ask you on the phone. J'ai dit, non, c'est pas important. Mais dit, c'est la deuxième fois qu'il passe, il faut y aller. Alors, je suis allée, mais vraiment, comme ça. Je frôlais le mur en rasant. Et il me dit, something wrong with your legs. Quelque chose ne va pas avec vos jambes. J'ai dit, non, mais je suis grande. Ouais. Bon, bref, alors je vois Dustin arriver, qu'il n'était pas du tout content de voir Al, parce que je ne savais pas que les deux n'étaient pas tellement amis. Alors je me suis dit, bon, je ne vois jamais le rôle, déjà je suis trop grande, et en plus je fais venir Dustin argenté. Je me suis dit, ça va être gay de voir les deux ensemble. Ben non, c'était pas. Mais Sidney Pollack m'a appelé tout de suite, m'a dit, c'est OK. Vous avez le rôle. Il faut lire votre livre, chère Marthe, parce qu'il dit votre grande force de caractère aussi. Comment vous résistez aux sautes d'humeur des réalisateurs, comment vous quittez les États-Unis quasiment du jour au lendemain, au moment de l'élection de Donald Trump, votre indépendance en toutes choses comme en amour. Ça s'appelle Les scènes de ma vie, c'est disponible aux presses de la Cité. Je voyais le regard de Sandrine et de Bruno qui buvaient chacun de vos mots. Sandrine, j'ai un exemplaire pour vous, cher Bruno. Sandrine, je sais que vous étiez particulièrement heureuse de partager ce dîner aux côtés de Marthe. Oui, on s'aime. Ouais, on Je sais s'aime pas, vraiment. ça Elle me s'explique voit, pas. mais on s'aime. Non, publiquement, mais en fait... Non, mais c'est on fait. Alors. On s'aime, mais on ne sait pas pourquoi on s'aime parfois sans... C'est vrai. Et on se croise de temps en temps Ouais. parce qu'on habite dans le même quartier. Et chaque fois, pour moi, c'est un soleil qui arrive. Et ben, un soleil, un exemple, oui, tout. Et j'aime ta fille aussi. Oui, et elle te le rend bien. Oh là là, elle est bien. C'est même pas qu'elle t'aime, c'est qu'elle t'adore. Mm. Non, je sais pas. Oui, c'est vrai, on ne se connaît pas bien. Non, mais, mais c'est des rencontres évidentes. C'est Pourquoi vrai. Oui. Je sais pas. On est heureuse de On ça. est grandes tous les deux.